Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de George Galloway, l'homme qui n'a pas besoin d'être présenté. C'est un plaisir de te revoir, George. Et vous, professeur, on ne cesse de se retrouver ainsi. Eh bien, en tant qu'homme politique, britannique et animateur, vous avez été un critique très virulent des guerres menées par l'Occident, mais aussi des dérives autoritaires et de la censure qui se développe également à travers l'Occident. Encore une fois, il n'est pas nouveau de dire qu'il est très difficile de maintenir la démocratie en temps de guerre sans fin, car il y a toujours un besoin de préserver le contrôle politique et le contrôle du récit dans les médias. Comme beaucoup le savent, vous-même avez été expulsé du Parti travailliste britannique en raison de votre opposition très ferme à l'invasion de l'Irak. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons deux grands conflits majeurs, à savoir l'Ukraine et, si l'on peut qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide ou de guerre. Mais comment percevez-vous actuellement la santé de la démocratie à travers l'Occident, en particulier en Europe? Constatez-vous également un déclin démocratique? Et si oui, quels sont les signes auxquels nous devrions prêter attention? Eh bien, vous voyez, surtout à travers l'Europe, mais c'est en fait aussi un phénomène nord-américain. Nous avons vu des personnes être arrêtées dans la rue par une douzaine ou 2 douzaines d'agents armés pour le crime d'avoir écrit une tribune dans un journal universitaire. Nous avons littéralement vu cela. Un juge a récemment libéré la jeune femme, mais cela a été un rappel glaçant de la vérité. Les personnes qui disaient être en faveur de la liberté d'expression et contre ce qu'elles appelaient la tyrannie libérale de la liberté d'expression ne sont pas plus attachées à la liberté d'expression, ou à la démocratie d'ailleurs, maintenant qu'elles sont au pouvoir. Ce qui est un rappel utile, je pense, car parfois, bien sûr, nous nous retrouvons en accord avec certaines personnes pour critiquer d'autres personnes. Mais cela ne signifie pas que les personnes avec lesquelles nous sommes en accord sont nécessairement meilleures que celles que nous critiquons ensemble. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Mais vous avez raison de dire que l'Europe est l'épicentre de l'assassinat de la démocratie. C'est évident quand on observe les manœuvres, aussi bien dans l'ombre qu'au grand jour, qui ont été réalisées en Roumanie à cause de la place clé de ce pays sur le front de l'OTAN contre la Russie. On voit jusqu'où ils sont prêts à aller. Ils n'ont apparemment aucune gêne. Et s'ils en ont, cela ne les a pas empêchés d'annuler littéralement des élections parce que le mauvais candidat était en passe de l'emporter. Un candidat qui n'aurait pas permis à la Roumanie d'être un élément clé de la lutte contre la Russie. Alors un candidat de repli arrive, il est en train de gagner largement, et il truque l'élection à la dernière minute, au point que Gorb a qualifié le résultat d'avoir moins de 1% de crédibilité. C'est-à-dire que Siméon a obtenu 46% des voix au premier tour et n'a pas gagné, alors même que son adversaire avait moins de la moitié de ses voix au premier tour. Gorb a qualifié cela de crédibilité inférieure à 1%. Nous l'avons vu en France, où la principale opposante à Macron, je suis désolé de dire qu'elle est la principale opposante, mais c'est le cas, a été criminalisée et écartée du jeu, n'ayant plus le droit de se présenter à d'autres élections présidentielles en France. Ils ont laissé entendre qu'ils feraient de même en Allemagne, et ils pourraient effectivement le faire. Ici, en Grande-Bretagne, jusqu'à présent, ils ont utilisé des outils et des manœuvres moins brutaux, mais ils emploient des moyens et sont prêts à aller plus loin si nécessaire. Si Nigel Farage, par exemple, un autre leader populiste national, semblait sur le point de devenir le prochain Premier ministre britannique, eh bien, j'aurais peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Donc, la vérité, c'est que les démocraties libérales occidentales n'existent plus.
elles sont de mèche avec les grandes entreprises technologiques, et lorsque ces dernières ne se rangent pas de leur côté, elles les contraignent à déformer et à étrangler algorithmiquement tout ennemi de leur projet. L'Union européenne contrôle désormais l'Europe avec ses dirigeants non élus, qui n'ont pas été élus, ne peuvent pas être démis, et dont la légitimité est pour le moins douteuse, si vous voyez ce que je veux dire. L'Union européenne contrôle totalement la situation, en tout cas toute la politique étrangère en Europe. Cela signifie que la souveraineté nationale ne veut plus rien dire. Et sans souveraineté nationale, bien sûr, il n'y a plus de démocratie du tout. Comment percevez-vous la question de la censure? Parce que l'Union européenne vient tout juste, enfin, le Conseil de l'UMMM en tant que branche exécutive, a publié ce nouveau paquet de sanctions. Il l'appelle un paquet de sanctions contre la Russie, mais dans ce paquet, on voit aussi des sanctions contre leurs propres citoyens sous forme de censure, c'est-à-dire des journalistes et blogueurs occidentaux, des citoyens allemands, des journalistes, qui sont accusés, encore une fois dans ce paquet de sanctions, de légitimer l'invasion russe et aussi de délégitimer le gouvernement ukrainien. Donc encore une fois, il ne cite aucune loi qui ferait que remettre en question la légitimité du gouvernement ukrainien ou le délégitimer serait un crime. Mais malgré tout, cela sert à imposer des interdictions de voyage et à saisir des avoirs. Comment interprétez-vous cela? Pensez-vous que la situation est stable, ou bien la censure et l'atteinte aux droits, même pour les citoyens de l'UMMM, sont-elles également en déclin? Eh bien, en Amérique, il est désormais possible de délégitimer l'État américain, mais il n'est pas permis de délégitimer l'État israélien. Vous ne serez pas autorisé à entrer en Amérique si vos réseaux sociaux ont été critiques envers Israël, mais vous serez autorisé à y entrer s'ils ont été impitoyablement critiques envers les États-Unis. Et ce qui se passe actuellement en Europe reflète cela. Nous avons une situation où 3 citoyens de l'Union européenne sont désormais interdits d'entrer dans l'Union européenne. Nous avons récemment eu une situation en Roumanie où Chaibos, un journaliste irlandais respecté et citoyen de l'Union européenne, a été sorti de force d'un avion par des agents de sécurité roumains et expulsé du pays pour des critiques qu'il avait formulées par le passé à l'égard de l'Ukraine. C'est donc clairement un tournant. Autrefois, il y avait l'équivalent norvégien, mais chez nous, c'était la maison d'un Anglais et son château. Il peut faire et dire ce qu'il veut chez lui. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'État a franchi les murs du château et surveille désormais tout ce que nous y disons. Et certaines personnes très en vue en Grande-Bretagne, un ancien ambassadeur britannique, Craig Murray, a été arrêté à l'aéroport d'Édimbourg. Un autre citoyen britannique, Richard Medhurst, un blogueur bien connu, un jeune chrétien, a été menotté et est toujours en liberté sous caution, accusé non seulement d'être un sympathisant du Hamas, ce qu'il n'est pas, mais aussi d'en être membre. En fait, ils l'ont accusé d'être membre de la branche armée du Hamas. C'est un garçon qui n'est même pas qualifié pour être dans le Hamas. Il porte une croix autour du cou. Bon sang. Et d'autres, comme Kit Klarenberg, un journaliste respecté, ont été arrêtés et menottés à l'aéroport de Luton. Ils s'en prennent progressivement aux critiques les plus en vue de la politique occidentale sur l'Ukraine, mais aussi sur le génocide à Gaza. Donc, toutes ces choses que nous avions l'habitude de dire. Mon père croyait que nous étions une démocratie occidentale libérale, mais tout ce que nous prétendions autrefois, qui faisait de nous des démocraties occidentales libérales, n'existe plus. Oui, cet argument est souvent avancé, qu'au moins pendant la guerre froide, nous avions plus de confiance. C'est-à-dire que nous pouvions permettre aux opposants, c'est-à-dire aux arguments et perspectives de Moscou, d'être entendus.
Et toute l'idée était que nous pensions avoir de meilleurs arguments. Donc nous ne reculions pas. Mais nous nous éloignons un peu de cela. Et sur le sujet du contrôle du récit, justement, que se passe-t-il réellement en ce moment à Gaza par rapport à ce que l'on lit dans les médias? Eh bien, nous découvrons maintenant que l'agence dite humanitaire, qui était censée superviser l'entrée de l'aide à Gaza, appartient en réalité au service de renseignement israélien, le Mossad. Grayzone, l'excellent média de Max Blumenthal, a révélé cela ce matin. Quoi qu'il en soit, ils apportent de la nourriture sèche, ce qui est de peu d'utilité quand on n'a pas d'eau. Et ils n'en apportent qu'une infime quantité, une minuscule fraction des besoins alimentaires de plus de 2 millions de personnes. En effet, près de 2 millions et quart de personnes, dont la grande majorité, selon l'ONU, sont à 100% sous-alimentées, mal nourries ou carrément affamées. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Nous en avons vu les conséquences après que l'Armée rouge a libéré les camps de concentration, les camps de la mort, pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu à quoi ressemblait une population affamée, frappée par la famine et captive. Mais hélas, seulement après coup. Dans ce cas, nous le regardons en direct sur nos téléphones. Et pourtant, même s'il y a eu un léger changement de rhétorique, surtout lors de tournées dans des lieux appropriés, comme Macron aujourd'hui affirmant que cela ne peut pas continuer, etc., cela continue encore et encore. Malgré l'abandon de certains commentateurs en vue, comme Piers Morgan, malgré les déclarations des bancs gouvernementaux en Europe occidentale, affirmant que cela était allé trop loin, même le chancelier allemand, Friedrich Merz, a déclaré qu'il ne comprenait plus ce que cherchait à faire Israël à Gaza. Eh bien, il n'est peut-être pas capable de le comprendre, mais il continue pourtant de l'armer. Et il continue de criminaliser toute opposition à cela. Matraquant, en fait, des gens dans la rue, ses propres citoyens, matraqués dans les rues, d'une manière qui aurait fait rougir la Gestapo, pour avoir pris position contre un génocide, dans un pays qui a lui-même été responsable d'un génocide dans les années 1930 et 1940. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de tergiversations autour de la question d'un cessez-le-feu. Vont-ils? Ne vont-ils pas? Vont-ils? Ne vont-ils pas? Vont-ils rejoindre la danse? Mais il n'y a encore aucun signe que la guerre touche à sa fin. Et même si le feu cesse, toute l'histoire montre que ce feu reprendra bientôt, car le travail n'est pas terminé. Le travail pour Netanyahou et les fanatiques qui l'entourent est de retirer, de nettoyer ethniquement, d'extirper 2 millions et quart de personnes de leur propre terre. Or, cela se heurte à la réalité objective. Aucun pays ne veut accueillir ces 2 millions et quart de personnes. Comment les transporteriez-vous? Comment les forceriez-vous à partir si vous décidiez de les transférer de force? Comment et vers où? Il n'y a même pas de chemin de fer à Gaza dans lequel vous pourriez les entasser dans des wagons, comme cela a été fait aux Juifs en Europe dans les années 1940. Il y a quelque chose d'un peu trompeur dans la façon dont les médias s'emparent, par exemple, des nouveaux commentaires venus d'Allemagne, disant que c'est révoltant, adoptant ainsi la distance nécessaire pour éviter, plus ou moins, un soulèvement contre la complicité dans le génocide. Mais comme tu l'as dit, cela ne change en rien la politique. C'était pareil, tu sais, avec Biden et Trump. Ils étaient tous les deux, tu sais, un peu choqués par l'imprudence d'Israël, mais cela ne les a pas empêchés d'envoyer autant de bombes qu'avant. Ils ont continué à participer pleinement. Donc oui, cela ne semble pas vraiment sincère. Oui, eh bien, écoute, s'ils sont sincères, ce sont des eunuques, sans le courage de faire quoi que ce soit à ce sujet. S'ils ne sont pas sincères, alors ils mentent pour tenter d'éviter, espèrent-ils, des poursuites judiciaires intentées contre eux par leurs propres citoyens dans les années à venir.
Eh bien oui, je n'aurais pas pu mieux dire. Nous étions tous les deux en Iran récemment, également lors d'un panel. C'est aussi un conflit qui, à mon avis, n'est pas correctement rapporté, ou du moins pas correctement couvert. En effet, même les journalistes en Europe aujourd'hui, qui ne souhaiteraient pas soutenir une guerre contre l'Iran, ce qui serait une catastrophe aux conséquences imprévisibles, parlent très peu du fait que les responsables israéliens menacent réellement d'attaquer l'Iran. La couverture médiatique est également un peu biaisée. Comment voyez-vous aujourd'hui la possibilité d'une guerre et comment cela se reflète-t-il dans ce qui est réellement écrit dans les médias? Eh bien, je ne crois pas qu'Israël puisse faire la guerre à l'Iran seul. Ce serait un acte de suicide national. Que l'Iran ait testé ou non un engin nucléaire dans le désert l'autre jour, et je pense qu'ils ne l'ont probablement pas fait, mais qu'ils l'aient fait ou non, ils ont la capacité balistique de détruire Israël du nord au sud, en représailles à toute attaque israélienne contre l'Iran. Et nous voyons encore aujourd'hui que les combattants yéménites en haillons, combattant en sandales avec des armes primitives, ont une fois de plus réussi à lancer un missile balistique en plein milieu de l'aéroport international Ben Gurion. Israël ayant détruit l'aéroport international du Yémen il y a quelques semaines. Il semble que les Yéménites puissent lancer des missiles sur Israël en toute impunité, et quand bon leur semble. Donc, si cela est vrai pour le Yémen, le pays le plus pauvre du monde, à quel point cela l'est-il encore plus pour l'Iran, qui possède des dizaines de milliers de missiles plus précis et plus puissants que ce que les Yéménites pourraient jamais avoir. Ainsi, toute attaque d'Israël, qui ne serait pas soutenue par les États-Unis, serait un acte de suicide national. Et les Iraniens y sont prêts. C'est une totale incompréhension, comme l'aurait dit George Bush, du caractère iranien, que de penser qu'ils vont se laisser intimider ou effrayer d'une quelconque manière par le petit État méditerranéen de 8 millions d'habitants. L'Iran est un pays de 100 millions d'habitants, presque tous unis pour défendre leur pays et leur héritage. Et il n'y aurait pas de match. Pour les lecteurs plus âgés, ce serait, depuis les grands chaos de Marciano, contre certains adversaires qui finissaient à l'horizontale. Il n'y aurait pas eu de non-combat comme celui-là. Mais bien sûr, peut-être que malgré ce que dit Donald Trump, lorsqu'il a déclaré hier encore qu'il avait averti, il a utilisé le mot averti, il avait averti Netanyahou de ne pas attaquer l'Iran. Eh bien, pour reprendre un aphorisme un peu rude évoqué plus tôt, si c'est vrai et qu'Israël passe quand même à l'action, alors de quel courage Donald Trump fait-il preuve? Et si ce n'est pas vrai, quel genre de menteur est-il à faire semblant de négocier, à prétendre avoir averti Israël, tout en étant impliqué et ayant l'intention de faire la guerre à l'Iran pour défendre Israël? Ces deux possibilités sont plausibles. Il est possible que tout cela ne soit qu'un bluff de la part de Netanyahou, peut-être pour accélérer les négociations avec les Américains, mais ils en sont déjà à 5 séries de discussions, et une 6e est prévue. Espérons donc que ce soit la parole, et non la guerre, qui l'emporte au final. Eh bien, cela m'amène parfaitement à ma dernière question, car vous avez évoqué le caractère de l'Iran, à savoir que certains pensent que l'Iran ne riposterait pas réellement. Mais pensez-vous que les décideurs politiques à Washington connaissent les capacités de l'Iran? Et savent-ils que l'Iran aurait bel et bien l'intention de riposter? Parce qu'il semble qu'à l'époque où vous vous opposiez à l'Irak et aux sanctions contre l'Irak, beaucoup de gens aux États-Unis étaient absolument convaincus d'être du bon côté de l'histoire, qu'ils demandaient des comptes à l'Irak. Encore une fois, on observe la même chose aujourd'hui en Ukraine. Il semble que certains politiciens insistent sur le fait que l'invasion russe était totalement non provoquée,
que l'expansion de l'OTAN n'a rien à voir avec ce qu'ont fait les Russes. Donc, encore une fois, croient-ils réellement à ces choses? Ou est-ce de l'ignorance ou des mensonges? Parce que s'ils ne connaissent pas les capacités de pays comme l'Iran et la façon dont ils réagiraient, alors, si l'on rejette complètement l'hypothèse d'acteurs bien informés et rationnels, ils peuvent faire n'importe quoi en somme. Eh bien, j'ai beaucoup de respect pour le peuple des États-Unis et pour ses nombreuses réalisations. J'ai beaucoup voyagé dans ce pays. Je connais l'esprit d'initiative qui, du moins autrefois, caractérisait ce pays. Mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de respect pour leur classe politique, ni celle-ci, ni la précédente, ni pour beaucoup de présidents passés. Il semble y avoir un niveau chronique de sous-éducation parmi les personnes qui entourent les présidents. Ils semblent ignorer des choses qui, même dans une Europe réduite, seraient courantes autour de la table du Conseil. Il est inconcevable que nos propres dirigeants, du moins c'était le cas autrefois, ne disposent pas des preuves fournies par de grands experts que les États-Unis possèdent sans aucun doute. Jeffrey Sachs, Mearsheimer, même Tucker Carlson. Il y a là-bas des gens qui savent. Si les décideurs américains n'écoutent pas leurs conseils, peut-être même ne les prennent-ils pas en considération. Alors nous sommes vraiment dans une situation dangereuse. Donald Trump semble ne pas avoir le temps de lire. Je ne suis pas sûr qu'il soit un grand lecteur de toute façon. Je ne suis même pas certain qu'il ait lu les livres écrits par des nègres littéraires sous son propre nom. Mais il devrait y avoir des personnes autour de lui, dans l'État profond et dans l'État politique, qui savent, en fait, quelles sont les véritables réalités de la situation. Alors, s'ils ne savent pas que les Iraniens sont un peuple uni, doté d'une puissance balistique énorme, et de la volonté absolue de déclencher une destruction totale sur Israël si cette guerre commence, s'ils ne savent pas que n'importe lequel de ces pays du Golfe, d'où Donald Trump est revenu à Washington, couvert d'or et de diamants, il y a seulement 1 ou 2 semaines, que ces alliés des États-Unis seront tous complètement détruits dans une guerre totale entre l'Iran, l'Amérique et Israël. Alors nous sommes vraiment dans une situation dangereuse. Parce que si moi je le sais, alors que j'ai quitté l'école à 16 ans pour aller travailler à l'usine, si moi je le sais, comment se fait-il que ces gens surdiplômés de Harvard autour de Donald Trump à Washington ne le sachent pas? Je pense que c'est un problème majeur de nos jours. Nous avons une classe politique armée d'idéologie plutôt que de connaissances. Ce qui m'effraie encore plus que la malhonnêteté, c'est l'ignorance. Le fait qu'ils croient réellement à ce qu'ils disent et non qu'ils cherchent à tromper. Là, je pense que nous sommes vraiment en difficulté. Et il y a aussi la croyance en l'exceptionnalisme. Nous avons ici affaire à 2 pays qui se considèrent dotés d'un certain exceptionnalisme accordé par Dieu. Les Israéliens en parlent plus souvent. Mais l'exceptionnalisme américain n'est jamais bien loin à la surface de la politique américaine. Cette idée qu'ils avaient une destinée manifeste pour exterminer des dizaines de millions des habitants originels de la Terre qu'ils appellent aujourd'hui les États-Unis, qu'ils avaient la destinée manifeste d'amener des millions de personnes d'Afrique enchaînées pour les réduire en esclavage dans les champs, et qu'ils ont la destinée manifeste, le droit divin exceptionnel, d'être la nation dominante dans le monde. Ce sont des traits très dangereux. Et à votre crédit, dans votre région du monde, personne, je pense, n'admettrait ouvertement se considérer comme le peuple élu de Dieu ou avoir un droit divin de conquérir d'autres peuples. Ils pourraient vouloir le faire. Ils pourraient l'enrober dans d'autres mots, mais ils ne le diraient pas ouvertement. Mais aux États-Unis, et bien sûr en Israël, cela fait ouvertement partie du discours.
Je pense que l'hégémonie libérale a influencé toute l'Europe, notamment en instaurant, sinon un sentiment d'être choisi par Dieu, du moins une mission divine consistant à défendre des valeurs supérieures face à celles jugées inférieures. Eh bien oui, Borrell, qui a maintenant changé de discours. Borrell l'a dit, n'est-ce pas? Il a décrit l'Europe comme un jardin, et par extension, ceux qui essayent d'entrer dans le jardin comme les autres. Il n'a pas dit « barbare », mais c'est ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que dans le nord de l'Europe, nous ne considérons pas vraiment les Espagnols comme faisant pleinement partie de ce jardin. Mais c'est ça, le racisme. Soit nous intervenons, soit le jardinier intervient et taille la jungle, soit la jungle envahira le jardin. C'était Borrell. Quoi qu'il en soit, George Galloway, merci d'avoir été aussi généreux avec votre temps et j'espère vous revoir bientôt. Avec plaisir. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt, si Dieu le veut. Merci, Glenn.